À la croisée des luttes, le féminisme antispéciste. Cette présentation n'a pas pour ambition d'être une analyse experte ou ultra pointue du féminisme. Il s'agit plutôt d'un aperçu, d'une introduction des idées féministes présentées dans une perspective qui se veut tout à fait accessible. Je ne me prétends pas spécialiste du féminisme, mon intention est de faire connaître les grandes lignes d'un féminisme en plein essor et d'ouvrir la porte à la réflexion. Actuellement, le féminisme est au premier plan, comme s'il s'agissait d'un mouvement nouveau. Mais en réalité, c'est un mouvement séculaire. Et l'opposition au féminisme n'est pas nouvelle non plus. Lorsque Mary Wollstonecraft, la précurseur des féministes, publia sa défense des droits de la femme en 1790, ses revendications furent presque universellement considérées comme absurdes. En fait, Thomas Taylor, philosophe de Cambridge, publia une satire intitulée « Une revendication du droit des bêtes ». Il y introduisait le concept des droits des animaux afin de tourner en ridicule, par un raisonnement par l'absurde, les thèses féministes émancipatrices de Mary Wollstonecraft. Concrètement, il cherchait à discréditer ces arguments en suggérant que, si accorder des droits aux animaux semble naturellement et spontanément absurde, alors accorder des droits aux femmes l'est tout autant. Selon lui, si les arguments en faveur des droits ne tiennent pas lorsqu'ils s'appliquent aux animaux, alors ils ne tiennent pas lorsqu'ils s'appliquent aux femmes. Il en concluait donc que le raisonnement féministe était erroné et que les femmes ne méritaient pas de droits. Mais fondamentalement, deux possibilités se présentent. Soit les arguments en faveur des animaux sont réellement absurdes, et par conséquent ils le sont aussi pour les femmes, soit ils sont fondés pour les femmes, et par conséquent ils le sont aussi pour les animaux. Lorsque certaines féministes se sont offusquées de l'analogie entre femmes et animaux de Thomas Taylor, la considérant dégradante, avilissante, insultante, d'autres ont suggéré que l'analogie avait bien au contraire beaucoup de sens. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à penser ainsi. Parmi elles, on compte des militantes, des philosophes, des éditrices, des sociologues, des artistes, des éthiciennes, des cuisinières, des environnementalistes, des soigneuses, des écrivaines, des ingénieurs, des poétesses, et j'en passe. Elles font partie des milliers de femmes à travers le monde qui révolutionnent le féminisme. Elles défendent le féminisme antispéciste. Voici mon petit plan. D'abord, on abordera les définitions et une toute petite première notion d'éthique. En deuxième partie, on évoquera les arguments des féministes. La démarche de la démystification consistera à mettre en œuvre ce que les féministes nous exhortent à faire, à savoir nous informer. Ensuite, je vous parlerai du mouvement social, de ses figures de proue, et enfin, on définira ce qu'est la sentience et le sentientisme. Féminisme antispéciste. Dans le mot antispéciste, nous avons spéciste provenant de spécisme. Que nous dit le dictionnaire ? Le Robert a intégré ce mot en 2017 et le Larousse en 2020. Le Larousse nous dit qu'il s'agit d'une vision du monde postulant une hiérarchie entre les espèces animales et en particularité la supériorité de l'être humain sur les animaux. On peut déjà percevoir un parallèle avec le sexisme. Il suffit pour ce faire de remplacer espèces animales par sexe, être humain par homme et animaux par femme. Pour approfondir la notion de spécisme, je vous recommande chaudement de consulter l'entrée correspondante dans l'encyclopédie philosophique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le spécisme se définit par analogie avec le sexisme. Ainsi, lorsque nous élevons et que nous tuons des animaux pour les manger, nous discriminons en fonction de l'espèce. En d'autres termes, nous sommes spécistes. L'antispécisme est donc la lutte contre le spécisme, c'est-à-dire la lutte contre l'oppression envers les animaux. Les féministes antispécistes intègrent dans leur combat la lutte pour les droits des animaux, considérant que toutes les formes d'oppression sont interconnectées et doivent être combattues conjointement. Le sexisme et le spécisme sont des formes de discrimination injustifiées, et ce pour les mêmes raisons. Elles ne reposent pas sur des différences moralement pertinentes. Le sexisme est injuste parce qu'il n'existe aucune différence entre les hommes et les femmes qui justifie de privilégier les hommes au détriment des femmes. Bien sûr, il existe des différences entre les hommes et les femmes, mais ces différences ne justifient pas de privilégier les hommes par rapport aux femmes. Elles ne sont pas moralement pertinentes.
Pour vous donner un exemple concret, on sait qu'en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes, mais cela ne constitue pas une raison de les traiter mieux qu'elles. Et bien de la même manière, il n'existe pas de différence entre les humains et les autres animaux qui justifie de privilégier les humains par rapport aux autres animaux. Bien sûr, il y a des différences entre les humains et les animaux, mais ces différences ne sont pas moralement pertinentes. Elles ne justifient pas de favoriser les humains au détriment des autres animaux. Par exemple, les humains sont en moyenne plus intelligents que les animaux, quoiqu'il existe quelques exceptions. En tout cas, cela ne constitue pas une raison de traiter les humains mieux que les animaux. Si c'était une raison de le faire, ce serait moralement acceptable de traiter les humains plus ou moins bien selon leur intelligence. Le validisme serait alors justifié. Et on est d'accord que le validisme est une chose immorale. Les féministes poussent la comparaison entre le spécisme et le sexisme un pas plus loin. Un thème récurrent dans cette littérature est que le patriarcat serait le principal ennemi des femmes et des animaux. Le patriarcat est spéciste parce qu'il est viriliste, violent, qu'il encourage la consommation de viande et la violence envers les animaux. Le sexisme et le spécisme s'entrecroisent souvent. Leur intersection apparaît particulièrement dans la manière dont ils façonnent la masculinité patriarcale. Cette identité masculine, construite autour de la domination, de la force physique et sexuelle, de la compétitivité, de la chasse et de la consommation de viande, constitue une source majeure d'oppression et d'inégalité pour les femmes et les animaux. Carol Adams, célèbre militante américaine féministe qui lutte aussi pour les droits des animaux, établit un parallèle, voire un lien étroit entre l'utilisation du corps des femmes pour le plaisir sexuel et l'utilisation du corps des animaux pour le plaisir gustatif. Elle est autrice d'un livre intitulé La politique sexuelle de la viande, publié en 1990. Nous allons évoquer les thèses qu'elle défend. L'oppression à laquelle sont soumises les femmes et les animaux dans le contexte de la culture patriarcale repose sur des mécanismes similaires, comme par exemple l'objectification. Ainsi, les femmes sont transformées en objets de travail, de reproduction et surtout de consommation érotique. En bas à gauche, on voit une fillette, elle s'appelle Habiba, elle est afghane, elle a été vendue par son père, qu'on voit derrière elle, pour devenir esclave domestique et très probablement esclave sexuelle. Parallèlement, l'objectification des animaux s'inscrit dans la même logique. Ils sont réduits au rang de ressources. On les exploite comme force de travail, comme objet de divertissement, comme marchandises destinées à la consommation. L'intersection peut être également observée de manière frappante dans la publicité, par exemple, qui ne fait qu'utiliser la représentation des femmes et des animaux dans notre société. En effet, les affiches reproduisent les clichés sexistes de la société qui animalisent les femmes afin de mieux les érotiser lorsqu'il s'agit de les promouvoir en tant que produits de consommation. Mais les affiches reproduisent également des clichés spécistes qui humanisent et féminisent les animaux pour mieux les érotiser lorsqu'il s'agit de les promouvoir comme produits de consommation, précisément alimentaires. Les féministes soutiennent que les animaux sont des référents absents. Ils disparaissent en tant qu'individus, un cochon, une vache, une poule, pour devenir soit une masse indistincte, un cheptel, du bétail, de la volaille, soit des objets de consommation, de la viande, des ailes, une cuisse, de la poitrine. Cette double opération, abstraction et objectification, efface leur singularité et masque la violence exercée sur eux. En représentant les animaux et les femmes comme des corps ou des morceaux de corps dépourvus de subjectivité, on renforce l'idée qu'ils n'ont qu'une valeur instrumentale et non une valeur intrinsèque. Ils sont réduits à une unité interchangeable de production, littéralement ramenés à leur fonction utilitaire pour l'homme. Cette abstraction facilite l'acceptation sociale de leur exploitation, la banalisation de leur souffrance et la légitimation de leur mise à mort. Angela Davis est une militante américaine pour les droits civiques, elle est féministe et antiraciste, et elle est connue pour son engagement contre le sexisme. Elle dit « Je suis parfois très déçue de voir que beaucoup d'entre nous revendiquent un activisme radical, mais ne réfléchissent pas à la nourriture qu'ils mettent dans leur propre corps. Lorsqu'ils mangent un steak ou un poulet, la plupart des gens ne pensent pas à l'immense souffrance que ces animaux endurent. »
Ici, on a Lydia Guerra Marroquin qui va dans son sens. Elle est doctoresse en études féministes au Mexique et également cofondatrice de l'Observatoire contre le harcèlement de rue au Guatemala. Elle affirme que pour avoir des corps libres et autonomes, il est nécessaire que les femmes sachent ce que leur corps consomme et comment cela est arrivé entre leurs mains. Et nous allons lui obéir de ce pas avec notre partie démystification. Tout d'abord, il est essentiel de dire que la forme d'exploitation animale ayant le plus d'impact sur le plus grand nombre d'animaux est leur usage comme nourriture. Dans l'élevage, l'intersection entre le sexisme et le spécisme peut être observée dans le fait que l'oppression spéciste vise principalement les femelles. Selon les féministes, ces dominations reposent sur les mêmes schémas idéologiques de mépris et de négation de l'individualité, de sorte que les corps des animaux seraient utilisés pour normaliser la culture du viol. En effet, la production de viande, de lait, de fromage et d'œufs repose sur l'exploitation de l'appareil reproducteur des femelles. Pour créer de nouvelles générations d'animaux dans les élevages, il est nécessaire d'inséminer les femelles. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que pour produire du lait, une vache doit également être inséminée chaque année. Ainsi, chaque année, un veau vient au monde. Mais tous les veaux sont séparés de leur mère dès leur naissance. Cela provoque une souffrance psychologique immense, tant pour la mère que pour son petit, et que les éleveurs connaissent bien. Certains rapportent même que la mère pleure des jours durant, qu'elle s'automutile parfois, ou manifeste d'autres signes de troubles psychiques causés par la séparation. Si le veau est une femelle, c'est-à-dire si c'est une génisse, elle subira le même sort que sa mère. Nous modifions le corps et le génome de tous les animaux pour augmenter leur productivité au détriment de leur santé et de leur bien-être. Par exemple, nous faisons en sorte que les vaches aient des pies gigantesques qui produisent une quantité énorme de lait. Ces pies, souvent infectées, pèsent tellement lourd que les vaches développent une arthrose douloureuse alors qu'elles ne sont encore que des adolescentes. Petite info phylogénétique, les bovins ont été domestiqués au Proche-Orient il y a environ 10 000 ans, pendant la période du Néolithique. Eh bien, la totalité des vaches actuelles dans le monde descendent de seulement 80 aurochs sauvages. Les aurochs sauvages sont un peu les ancêtres des vaches, c'est une espèce disparue. Mais il faut savoir que les aurochs n'avaient pas de pies proéminents. Ils avaient, à l'instar des juments, des mamelles. Ces caractéristiques sont donc une invention humaine. Aucun animal d'élevage n'échappe à la modification génétique. D'autre part, on a des vaches dites fistulées. Elles sont dotées d'un orifice qui permettent aux producteurs d'étudier leur taux de production de lait. Les veaux mâles, incapables de produire du lait, sont sous-alimentés quelques semaines avant l'abattage. Ils sont placés dans un espace très restreint pour limiter leurs mouvements. On limite aussi leur accès à l'oxygène et ils sont nourris avec des aliments appauvris en fer. Pourquoi ? Parce que pour garantir la tendreté de leur viande, ils doivent souffrir d'anémie et de faiblesse musculaire. En somme, plus le veau souffre, plus sa viande sera savoureuse. On comprend l'intérêt des éleveurs à les martyriser. Les poules destinées à la production de viande, comme vous voyez sur la photo de gauche, sont également le résultat d'une intense sélection génétique visant, entre autres, à ce que leurs muscles se développent plus rapidement que leurs autres organes, en particulier le cœur et les poumons. Cela entraîne des insuffisances cardiaques et respiratoires, ainsi que des déformations très douloureuses des os des pattes. En réalité, elles ne peuvent même pas se tenir debout. Quant aux poules destinées à la production d'œufs, photo de droite, elles subissent des perturbations hormonales et un dérèglement de leur rythme circadien, afin qu'elles pondent des œufs en continu et sans répit. La lumière naturelle stimule une glande située à la base du cerveau qui sécrète des hormones agissant sur les ovaires. Les éleveurs le savent bien, qui laissent allumer les lampes sans interruption pour que les poules pondent jusqu'à 21 heures par jour. Toutes ces poules vivent dans des espaces extrêmement réduits. Et pour vous donner une idée, une seule poule dispose d'un espace équivalent à une feuille de papier A4. Quant aux millions de poussins qui naissent dans les incubateurs pour créer une nouvelle génération de poules, aucun d'entre eux ne connaîtra les soins, la chaleur et la douceur de leur mère. Les mâles, quant à eux, iront directement dans une machine de broyage. Moutons et agneaux, chèvres et chevreaux, tous souffrent énormément de la séparation avec leur mère
car le lait est réservé exclusivement à la consommation humaine. Les truies, quant à elles, passent leur vie enfermées dans des cages individuelles à caillebotis si étroites qu'elles ne peuvent ni bouger ni établir de lien avec leurs petits. Et comme vous le voyez, il est des mutilations comme la codectomie, le meulage des dents et la castration, qui sont pratiquées sur les bébés sans anesthésie. Je ne vous en dirai pas davantage sur la maltraitance animale dans les élevages, ni sur l'horreur de leur mise à mort. Il faut savoir qu'en France, chaque jour, plus de 3 millions d'animaux terrestres sont tués dans les abattoirs. 83% des poulets de chair sont élevés sans accès à l'extérieur. 97% des dindes sont élevées enfermées sans accès à l'extérieur. 99,9% des lapins sont élevés dans des cages en batterie et ne voient jamais la lumière du jour. 95% des porcs ou des truies sont élevés sur des sols en grille dans des hangars, et on parle de millions d'individus. Et encore, pour vous donner un ordre d'idée, l'Espagne compte officiellement plus de cochons d'élevage que d'habitants. Ainsi, Lydia Guerra Marroquín, notre doctoresse en études féministes au Mexique, affirme que le véganisme est une position éthico-politique cohérente avec le fait d'être féministe. Katia Faria est philosophe et chercheuse à l'Université de Madrid. Elle affirme que si nous sommes des féministes cohérentes, nous devons nous opposer à toutes les formes de discrimination et à toutes les inégalités injustifiées, même lorsque les victimes ne sont pas humaines. Elle déplore le manque de compréhension de la manière dont le sexisme et le spécisme se croisent. Selon elle, il ne s'agit pas d'une insuffisance cognitive des féministes spécistes en particulier, il s'agit d'une défaillance morale plus profondément ancrée dans les esprits humains en général et qui se manifeste également chez certaines féministes, la plupart en réalité. Malheureusement, être victime d'un type de discrimination comme le sexisme ne nous empêche pas de commettre à notre tour des actes discriminatoires comme le spécisme. Lutter contre l'oppression ne nous empêche pas d'être des oppresseuses. Néanmoins, les deux mouvements, féminisme et animalisme, ont toujours été liés. Et les femmes féministes ont toujours été plus impliquées dans le mouvement pour les droits des animaux. D'abord, les suffragettes anglaises ont fondé un mouvement en faveur du bien-être animal. Toutes étaient végétariennes et luttaient activement contre la vivisection. Marie Huot, dès la fin du XIXe siècle, était pionnière dans la dénonciation de l'exploitation des animaux. Elle était poétesse, journaliste et militante française. Elle a articulé une critique radicale des dominations sexistes et spécistes. Elle a dénoncé les violences faites aux femmes et aux animaux, établissant déjà un lien entre patriarcat et exploitation animale. Louise Michel était enseignante, écrivaine et militante anarchiste. On élude souvent sa lutte constante et déterminée pour les animaux. Cette citation est extraite de ses mémoires. Au fond de ma révolte contre l'effort, je trouve, du plus loin qu'il me souvienne, l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis leur début, les mouvements animalistes ont été majoritairement dirigés par des femmes. En fait, environ 70% des militantes seraient des femmes. De plus en plus de féministes à travers le monde s'accordent à dire que l'antispécisme et le féminisme ont de nombreuses similitudes, ce qui explique leur convergence dans l'activisme, donnant ainsi naissance au féminisme antispéciste, qui est de plus en plus présent lors des manifestations du 8 mars. Patrice Jones est militante écoféministe américaine. Elle est engagée dans le militantisme pour la justice sociale depuis les années 70. À 15 ans, elle a fait son coming out en tant que lesbienne et a arrêté de manger de la viande, adoptant plus tard le véganisme par crainte de l'exploitation sexuelle des femelles d'élevage. Son engagement en faveur des droits des animaux est étroitement lié à ses principes féministes. Elle soutient que la libération des animaux fait partie intégrante, voire est inhérente de la lutte féministe. Elle affirme que le mouvement de la libération animale est un mouvement féministe. Donc, selon elle, le féminisme est antispéciste ou n'est pas. La juriste et philosophe québécoise Valérie Giroux est l'une des figures de ce mouvement. Elle a soutenu la première thèse québécoise en éthique animale portant sur l'extension des droits aux êtres sensibles. Elle est la co-autrice du Que sais-je sur le véganisme aux presses universitaires de France, que j'ai eu le privilège de traduire en espagnol, qui est le véganisme, ou du Que sais-je sur l'antispécisme publié en 2020.
Et puis elle est co-autrice de la revue antispéciste L'Amorce. D'ailleurs, toujours plus de revues et de journaux spécialisés dans l'éthique animale sont publiés à travers le monde. Par exemple, Info Animal ou bien El Caballo de Nietzsche comptent parmi les revues hispanophones. Et justement, L'Amorce, que je viens d'évoquer, qui est la revue francophone contre le spécisme, dirigée par des éditrices féministes. En 2019, comme vous pouvez voir sur la photo de gauche, un groupe de femmes féministes hispanophones a signé une lettre publique dans El Diario appelant à la solidarité entre la lutte féministe et antispéciste. Plus tard, des féministes francophones ont à leur tour rédigé une lettre destinée aux féministes dans l'amorce. Elles y affirment la nécessité de reconnaître le spécisme comme une oppression parallèle au sexisme et appellent à une solidarité active et respectueuse entre les luttes afin de construire une justice sociale globale. Parmi ces trois féministes, on a Claire Camblin, qui est doctoresse spécialisée dans les géographies animales critiques et l'étude des résistances des animaux exploités. On a aussi Willen Pilat, qui est présidente de la Veggie Pride. La Veggie Pride est une marche militante antispéciste et végane qui, depuis 2001, dénonce l'exploitation des animaux ainsi que la végéphobie. Elle utilise son art, la peinture, des réalisations filmiques, etc., pour combattre le spécisme, déconstruire les hiérarchies patriarcales et promouvoir une solidarité intersectionnelle entre les luttes. Et puis on a Pia Chazar, qui a été travailleuse en foyer d'accueil pour les femmes victimes de traite humaine. Elle a aussi été présidente de l'association PEA, Association suisse pour l'égalité animale, qui luttait avec force contre le spécisme. D'autres féministes contemporaines militent activement et sur tous les fronts. On a Élise de Saulnier, mauvais choix de photo, la voici. Elle est essayiste québécoise, elle a marqué le mouvement antispéciste francophone avec des ouvrages comme Vache à lait, où elle dénonce l'industrie laitière, Je mange avec ma tête, qui explore l'éthique alimentaire. Elle a également dirigé la SPCA de Montréal, où elle a mis en place des campagnes majeures pour les droits des animaux et écrit de nombreux articles et conférences reliant féminisme, justice sociale et antispécisme. Axel Plius-Bror est sociologue et journaliste scientifique. Elle est membre du conseil d'administration de l'OPIS, Organisation pour une politique internationale des animaux et du spécisme. Entre autres, elle a coécrit un article dans la revue Ballast pour défendre l'idée que de ne pas remettre en question le spécisme contribue au même schéma de violence et d'injustice que ceux qui fondent le patriarcat, la suprématie blanche et le capacitisme. Lamia Essemlali, franco-marocaine, présidente de Sea Shepherd France, qui défend la faune marine. En 2020, elle a été candidate aux élections municipales à Paris avec le parti antispéciste REV, Révolution écologique pour le vivant. Alexia Renard est sociologue spécialisée dans les mouvements sociaux et en politique comparée. Elle a coécrit l'essai Que veulent les véganes, la cause animale, de Platon au mouvement antispéciste, explorant l'histoire et la philosophie du véganisme. Elle est aussi co-rédactrice en chef de notre revue L'Amorce. Joëlle Najjar est tunisienne, activiste environnementale et végane. Elle est surtout présidente et fondatrice de l'association Alvia, la voix des animaux. Elle fait beaucoup de sensibilisation, des campagnes de stérilisation, des interventions dans les écoles et les universités, des actions publiques contre l'abattage des chiens errants, etc. Sahar Belkacem est une militante marocaine, coordinatrice des distributions de repas véganes pour l'ONG internationale $1 Million Vegan, qui promeut le véganisme via des campagnes mondiales de sensibilisation et d'aide alimentaire végane aux personnes démunies. Elle a aussi initié, il y a 5 ans, le VegFest Marocco, festival au Maroc consacré au véganisme. La chef zimbabwéenne Nicola Kagoro est connue comme pionnière de l'afro-véganisme. Elle incarne une démarche féministe et antispéciste en promouvant une cuisine végétalienne enracinée dans les traditions africaines. Elle soutient aussi des initiatives menées par des femmes comme les Akashinga, une unité féminine et féministe anti-braconnage. Au Pérou, la féministe et journaliste Ingrid Chavarri présente une série de plusieurs émissions sur le thème du spécisme dans un téléjournal. Afko est une féministe antispéciste et théoricienne critique. Elle est surtout connue comme cofondatrice du collectif Black Vegans Rock qui met en avant les voix noires dans le mouvement vegan. Son travail déconstruit les liens entre racisme, sexisme et spécisme en montrant comment la catégorie d'animal
est utilisé pour justifier des violences contre les personnes racisées, contre les femmes et contre les animaux. Dans son livre Racism, Zoological Witchcraft, elle propose une lecture radicale et décoloniale de l'oppression où la libération humaine et animale sont profondément liées. Sarah Zanaz est doctorante en éthique animale à l'Université de Strasbourg, en co-tutelle avec l'Université autonome de Puebla au Mexique. Selon elle, le spécisme est une injustice systémique profondément enracinée dans nos institutions, nos pratiques culturelles et économiques. Il n'émanerait pas d'un choix individuel éclairé, mais d'un ensemble de normes sociales qui conditionnent les comportements humains et légitiment l'exploitation des animaux. Elle affirme que le spécisme est une oppression comparable au racisme ou au sexisme. Elle est engagée à la fois dans la recherche académique et dans la diffusion grand public. Elle publie des articles, traduit des travaux pour l'organisation Animal Ethics, elle enseigne et participe à des événements ou des collectifs militants. Elle soutient que l'antispécisme et le véganisme constituent une exigence morale et politique. De la même manière que les femmes sont surreprésentées dans le mouvement antispéciste, les personnes queer le sont également. Leur expérience de la marginalisation les rend particulièrement sensibles aux injustices et aux rapports de pouvoir. Habituées à remettre en question les normes sociales, elles identifient plus aisément le spécisme comme une oppression à combattre. Leur engagement dans des milieux progressistes et intersectionnels favorise l'articulation des luttes queer, féministes, antiracistes et antispécistes. Les espaces communautaires où ces luttes se croisent facilitent la circulation d'informations et le soutien mutuel, rendant l'adoption du véganisme plus accessible. Pour beaucoup, devenir végane constitue ainsi un prolongement logique de leur engagement éthique et de leur recherche de cohérence. Dans cette perspective, la Vegan Rainbow Project, fondée en Allemagne en 2017 par 2 militantes féministes et lesbiennes, Daniela Zisk et India Kandel, illustre bien cette démarche. Ce projet met en lumière les liens entre spécisme, sexisme, racisme et homophobie. Le spécisme et les LGBTQIA-phobies fonctionnent selon la même mécanique. Dans tous les cas, la société et les institutions décident arbitrairement que certains êtres valent moins que d'autres moralement et légitiment à partir de cette croyance un traitement inégal et violent. Depuis 2024, la Vegan Rainbow Project participe à 28 marches et festivals LGBTQIA+, en Europe, inspirés de la Pride de New York, pour célébrer la diversité, revendiquer les droits LGBTQIA+, et promouvoir l'éthique animale en encourageant un mode de vie vegan qui refuse toute exploitation et oppression des êtres sentients. Je ne vais pas davantage m'étaler sur les figures féministes antispécistes, il faut juste retenir que le mouvement est mondial. Et surtout que la plupart des féministes antispécistes défendent une approche sentientiste. La sentience est la capacité à ressentir des choses agréables ou désagréables. Ces expériences peuvent être de simples sensations, de plaisir ou de douleur. Ça peut être aussi des états cognitivement plus exigeants, tels que des émotions, de joie ou de tristesse, de fierté, de honte, d'amusement ou de peur. Le sentientisme, c'est la théorie éthique qui place les individus sentients au centre des considérations morales. Un des critères pour la sentience est la possession d'un système nerveux central. Le système nerveux central comprend l'encéphale, communément appelé le cerveau, et la moelle épinière. L'encéphale reçoit, traite et intègre les informations provenant du reste du corps grâce aux nerfs, puis élabore des réponses motrices, sensorielles ou cognitives. Sans système nerveux central, pas d'expérience plaisante ou déplaisante. Voici un argument en faveur de l'idée que la sentience est importante. Tous les êtres sentients ont des intérêts. Dès lors qu'un individu est sentient, certaines choses sont bonnes pour lui, par exemple le plaisir. Certaines choses sont mauvaises pour lui, par exemple la douleur. Tous les êtres qui ont des intérêts importent moralement. Si un acte est mauvais pour quelqu'un, ça nous fournit une raison morale de ne pas l'accomplir. Si un acte est bon pour quelqu'un, ça nous fournit une raison morale de l'accomplir. Tous les êtres sentients importent moralement. Dès qu'un individu est sentient, on a des devoirs envers lui. Tous les animaux ne satisfont pas ce critère, et c'est le cas de certains bivalves, comme les moules ou les huîtres, dont le système nerveux ne correspond à aucun indice neurologique de la sentience, et présente uniquement des mouvements réflexes. Les cnidaires, comme les méduses,
quoique la question de la sentience des méduses est au cœur des débats sur la sensibilité animale. Mais toutefois, leur système nerveux est rudimentaire, elles n'ont pas de cerveau centralisé, elles possèdent un réseau nerveux diffus sans centre de traitement comparable à un encéphale. Les anémones, les éponges de mer, dépourvues de système nerveux, ces entités ne sont pas sentientes. N'étant pas sentientes, il nous est impossible de leur nuire. Si on ne peut nuire à une entité, nous n'avons pas de devoirs moraux à leur égard, à son égard du coup. En 2012, un groupe de neuroscientifiques a signé la déclaration de Cambridge qui stipule que de nombreux animaux non humains, y compris ceux que nous exploitons, ont une conscience similaire à celle des humains. Pas inférieure, pas différente en nature, mais tout à fait similaire. 10 ans plus tard, en 2022, la déclaration de Montréal sur l'exploitation animale est un manifeste collectif et fédérateur de fonds en faveur d'une reconsidération des animaux. Plus de 500 philosophes moraux à travers le monde l'ont signé pour faire savoir que l'exploitation animale est moralement indéfendable. On y lit entre autres que nous condamnons l'ensemble des pratiques qui supposent de traiter les animaux comme des choses ou des marchandises. Plus récemment, en 2023, la déclaration de New York sur la conscience animale a été élaborée par des scientifiques issus de disciplines variées, comme les neurosciences, l'éthologie, la biologie, etc. Elle reconnaît officiellement que la conscience est largement répandue dans le règne animal, au-delà des mammifères et des oiseaux, incluant des espèces comme les poissons, les poulpes ou encore certains insectes. En affirmant que de nombreux animaux ont une vie subjective riche et des expériences conscientes, elle vient renforcer le socle scientifique et éthique sur lequel reposent les revendications antispécistes. Le spécisme est aujourd'hui étudié dans les universités, notamment en philosophie, précisément en éthique. À Strasbourg, un master en éthique aborde la question animale en intégrant spécisme, condition animale et véganisme. Il offre aux étudiantes les bases philosophiques, politiques et scientifiques pour critiquer l'exploitation animale et participe à institutionnaliser une pensée antispéciste en plein essor dans le champ académique francophone. Ce programme est codirigé par le philosophe François Jacquet, spécialiste du spécisme, avec qui j'ai écrit cet ouvrage. Faut-il être vegan? Éthique d'un mode de vie. À Montréal, le Centre de recherche en éthique du département de philosophie joue un rôle central dans le développement de l'éthique appliquée, notamment sur les droits des animaux et la critique du spécisme. Il réunit des chercheuses de diverses disciplines, la philosophie, les sciences sociales, le droit, la biologie, pour étudier les fondements moraux et scientifiques des relations humains-animaux. Le département forme une nouvelle génération de penseuses capables d'intégrer l'éthique animale dans les débats académiques et publics. Les mouvements de libération nous ont bien montré combien il est difficile de prendre conscience de nos attitudes injustes envers certains groupes tant qu'elles ne sont pas dénoncées. Les injustices systémiques paraissent toujours normales aux yeux de la majorité tant qu'elles ne sont pas remises en question. Mais si nous refusons d'être oppresseuses, nous devons accepter de remettre en question nos habitudes les plus ancrées. En raison du progrès moral de l'humanité et avec nos connaissances sur la sentience des animaux, la position spéciste n'est plus défendable. Si le spécisme persiste aujourd'hui, c'est uniquement pour deux raisons. La résistance au changement de la part des êtres humains et le pouvoir des lobbies. Toutefois, les moyens qui nous permettent de mieux vaincre les injustices sont accessibles à toutes et à titre individuel, car ce féminisme ne nous exonère pas de l'action et ne nous permet pas le confort mental de croire que la faute revient uniquement au système. Oui, le spécisme est systémique, mais cela ne légitime pas nos comportements individuels. Le féminisme antispéciste nous implique toutes et nous donne un pouvoir d'action au niveau personnel et au quotidien.